Donc cet avis, on l'a co-rapporté hein, avec donc moi, Isabelle Dorès, qui suis au CESE au titre d'un collectif d'associations de lutte contre les exclusions qui s'appelle Alerte, et Catherine Pajares-Sanchez, qui est de la CFDT. Voilà. Donc on était 2 rapporteurs pour présenter cet avis, et c'est souvent que les avis, en fait, sont par 2 rapporteurs. Alors, donc, tout d'abord, hein, notre avis commence par l'affirmation des droits ne suffit pas, c'est leur effectivité qu'il faut assurer. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel. On a voulu rappeler par cet avis vraiment les fondements de l'accès et de l'effectivité de tous les droits fondamentaux et de faire quelques préconisations pour avancer sur ce chemin-là et le rendre possible. Parce que si on accepte que des droits ne soient pas effectifs, c'est vraiment accepter que des politiques publiques soient tenues en échec. C'est vraiment accepter qu'on ait des gens mis de côté, on n'est plus en démocratie, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est renforcer aussi tous les doutes et les réserves vis-à-vis des institutions et de leur fonctionnement, puisque les institutions n'apportent pas de solution aux citoyens. C'est contrevenir à l'égalité d'accès aux droits humains. C'est aussi abîmer la cohésion sociale, qui repose sur la mise en œuvre de politiques publiques construites dans le respect et la dignité de chacun, et aussi sur un droit émancipateur. Or, le droit, il n'est pas forcément émancipateur aujourd'hui, il est complexe, il est fait de plus en plus rapidement, et donc il se retourne de plus en plus vers les gens, et le droit lui-même devient facteur d'exclusion dans nos sociétés d'aujourd'hui. Alors qu'il faut revenir, il faudrait revenir à un droit vraiment émancipateur, et non qui se retourne contre les gens. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'aussi il faut reconnaître donc la capacité de chaque personne, ce qu'il faut donner, c'est la capacité de chaque personne à être acteur, à être sujet de droit et acteur de sa vie. Et ça peut se faire, reconnaître ça, c'est reconnaître chacun comme un citoyen à part entière, donc donner une citoyenneté sociale à tous, donc les permettre d'agir. C'est le soubassement même de la liberté, de ce qu'on appelle la liberté dans notre pays, et le respect de l'égale dignité. Alors, donc, ce qui construit vraiment notre avis, hein, l'impératif, c'est vraiment le respect de la dignité. Alors, la dignité, souvent on parle, cette personne est indigne, etc. Il n'y a pas d'indignité. En fait, la dignité, c'est quelque chose qui n'a pas à être établi. Elle fait partie de l'homme. C'est une composante de notre humanité. Tout le monde est digne. Voilà. La dignité, elle ne se mérite pas, elle ne se perd pas. Souvent, on dit il a perdu toute dignité. Non, il n'a pas perdu la dignité. C'est vous qui considérez qu'il a perdu la dignité. C'est un humain et il est digne. Voilà. Et c'est très important de voir ça comme ça. Donc, il n'y a pas de conditions pour être digne, parce que souvent, on invente des conditions. On dit quand même, quand vous ferez ça, vous aurez une vie un peu plus digne. Non, non, non. Enfin, il n'y a pas de conditions pour être digne. La dignité, c'est ce qui devrait protéger en fait tout individu de déshumanisation. Le sujet, c'est pas la dignité de celui qui est en situation, c'est la déshumanisation que notre société crée vis-à-vis des gens. Et donc les droits humains, ils sont enracinés dans cette dignité. Il est essentiel de les mettre en avant. Ils sont indivisibles, ils sont universels, ils sont interdépendants. Et normalement, on ne devrait pas faire de distinction entre les gens pour l'accès à ces droits humains. Les droits sociaux, donc, ils sont indispensables donc, pour mener une vie digne et autonome. Ils englobent donc les droits à l'alimentation, à des moyens convenables d'existence, à la santé, à l'éducation, à la culture, à vivre en famille. C'est ça les droits fondamentaux. À un logement abordable, voilà tout ce qu'on... Enfin, vous pouvez imaginer, on a questionné les gens sur ce que pouvait être un droit fondamental. C'est quelque chose de très large, en fait. Si la dignité devait être un droit, voilà, c'est vraiment d'avoir sa place dans la société, de se concrétiser. Et en fait, ça se concrétise par là aussi la protection socialisée contre l'ensemble des risques dans notre société et aussi l'exercice d'une citoyenneté politique et sociale. C'est quand vous avez ces droits fondamentaux que vous pouvez exercer cette capacité de citoyenneté. Alors quand même, quand les droits sociaux s'appliquent s'appliquent bien, c'est souvent que la situation n'est pas trop mauvaise. Et quand on connaît des périodes de crise, en fait, les droits sociaux ont souvent beaucoup plus de mal à être mis en avant. Et du coup, on a une marginalisation souvent d'une partie de la société qui augmente. Et peut-être qu'on est un peu dans cette situation-là aujourd'hui. Et donc, c'est bien un cri d'alerte qu'il faut faire sur ce sujet-là. Donc alors, dans cet avis-là, on ne pouvait pas aborder tous les droits sociaux, tous les droits fondamentaux, le droit au logement, le droit à l'éducation, etc. Donc on a décidé d'axer vraiment sur les droits sociaux, donc l'accès aux aides sociales, en fait.
Alors cet avis s'inscrit aussi dans les textes fondamentaux, donc c'est une approche par les droits humains, et je vous ai remis donc ce que vous connaissez sans doute bien, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, voilà, et le préambule de la Constitution de 1946. Donc c'est très important, enfin souvent on s'arrête en fait à tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, et on s'arrête là souvent. Voilà. Donc ça, c'est fort, hein, c'est l'égalité et les droits fondamentaux. Mais on oublie souvent la deuxième phrase, qui est « Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Et là, dans cette deuxième partie de phrase, c'est en fait la responsabilité de la société qui est évoquée, c'est-à-dire que la société doit être dans un esprit de raison et de conscience, agir envers l'autre dans un esprit de fraternité pour lui permettre d'être un citoyen à part entière. Et c'est très important, les deux phrases, de les voir. On a d'un côté les droits fondamentaux et de l'autre le devoir de la société, en fait, d'agir dans ce sens-là. Et donc l'ensemble des textes internationaux, alors il y en a beaucoup hein, qui concrétisent les droits fondamentaux, je ne vais pas vous les citer, mais vous les retrouverez éventuellement... Voilà, dans ce bel avis, je vais le mettre à l'endroit, dans ce bel avis que vous pourrez retrouver, il y en a quelques exemplaires, voilà, il y en aura quelques exemplaires tout à l'heure. Alors oui, alors l'avis aussi donne une place importante aux plus pauvres, alors ça peut paraître, voilà, mes collègues me reprochent souvent ça, hein, de toujours revenir aux plus pauvres, voilà, mes collègues au CESE. Je vous ai lu toute la petite phrase tout à l'heure. D'abord, moi, je trouve assez légitime parce que je vous ai mis la petite phrase qui est sur la plaque de marbre à l'entrée du CESE, donc ça me permet de me raccrocher. Et puis, surtout, ce qu'on pense, c'est que si on fait quelque chose pour les plus pauvres, si on réfléchit avec eux, si on trouve des solutions, ces solutions-là, elles seront bonnes pour tous. Et donc, c'est important d'aller vers ça, de voir, voilà, c'est à cette condition-là qu'on trouvera des solutions bonnes pour tous, et c'est à ces conditions-là qu'on trouvera la vraie reconnaissance de la citoyenneté sociale de tous les individus. Donc et puis aussi parce que les plus pauvres, les plus éloignés des droits fondamentaux, parce que aujourd'hui les plus éloignés des droits fondamentaux, c'est peut-être aussi les personnes en situation de migration ou en situation de démarche pour avoir la citoyenneté chez nous. Voilà, c'est eux qui sont exposés aux conséquences les plus violentes de l'inefficacité de nos sociétés et de l'ineffectivité des droits. C'est eux qui subissent. Voilà. Et voilà, par exemple, hein, on a pas mal parlé du RSA tout à l'heure. Le RSA, quand même, pour des gens, il faut se rendre compte que c'est le revenu de survie, quoi. Vous vivez 564 € par mois. Si vous êtes tout seul, c'est un maximum social, parce que dès que vous avez une ressource, on vous l'enlève du RSA. Donc vous ne pouvez pas avoir plus que 564. Bah avec 564, vous ne pouvez pas vous loger, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas faire plaisir à vos enfants, vous ne pouvez jamais partir en vacances, vous ne pouvez jamais vous distraire. Voilà, c'est ça la vie au RSA. Et on se permet aujourd'hui de mettre un certain nombre de dispositifs, parce que si vous êtes passage et que vous ne suivez pas ce qu'on vous dit, eh ben, on vous enlève du RSA. C'est vraiment ne pas prendre en compte la difficulté de vie des gens, avec quoi ils vivent, et ça les met en insécurité, alors que c'est des gens qui sont déjà en insécurité totale, c'est la définition même de la pauvreté, et dans la façon dont on voit les choses, on les met en pauvreté, et c'est pour ça qu'il faut vraiment partir toujours de ce qu'ils sont. Voilà. On met les gens avec nos façons aujourd'hui de voir les droits, de ne plus voir les droits, on met les gens dans des situations très difficiles et impossibles à vivre. Donc il est vraiment important de rappeler voilà, cette conviction-là, que c'est à partir des droits fondamentaux et à partir du plus exclu qu'on pourra construire des sociétés bonnes pour tous par rapport aux droits fondamentaux. Donc, l'objet, hein, c'est bien d'interpeller les pouvoirs publics sur le respect de leurs obligations en termes de solidarité nationale et de protection de tous citoyens, sur aussi la pertinence des choix politiques et des dispositifs au regard des droits fondamentaux, et sur la nécessité de politiques publiques construites avec la participation de tous et vraiment basées sur les besoins fondamentaux et les aspirations des personnes. Donc, je vais reprendre un peu ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment distinguer en fait l'effectivité des droits du non-recours. Tout à l'heure, on a pas mal parlé du non-recours, c'est très à la mode, le non-recours. Voilà, les politiques mettent en avant le non-recours, ça évite de parler d'ailleurs peut-être de l'effectivité des droits, et peut-être de focaliser sur des problèmes qui ne sont peut-être pas le problème essentiel. C'est parce que pour nous, le non-recours, en fait, c'est imputer à la personne la responsabilité. Ah ben c'est lui, il s'est mal informé, ah il n'a pas fait la démarche qu'il fallait, ah là là, il s'est planté dans ses papiers et dans ses déclarations, ah il ne sait pas se servir de son ordinateur, voilà, enfin,
voilà, c'est ça le non-recours. Enfin, quand on parle de non-recours, derrière, en fait, je veux dire, l'imaginaire politique, c'est un petit peu celui-là, quoi. C'est la personne qui ne fait pas ce qu'il faut. Alors, on vous a rappelé aussi que tous les droits dans nos sociétés étaient quérables, donc voilà, il faut faire des démarches pour les obtenir. On peut poser la question qu'un droit fondamental où il y a systématiquement une démarche pour les obtenir, est-ce que c'est juste, puisque c'est des droits universels, fondamentaux, enfin voilà. Donc la notion de non-recours renvoie beaucoup à la situation d'une personne qui ne perçoit pas. Alors, c'est important, par contre, de lutter contre le non-recours, parce qu'en effet, il y a les aides sociales qui existent, elles sont très importantes. Le RSA, c'est en effet un filet de sécurité pour les gens qui n'ont rien. Et comme c'est cette aide-là qui existe, il faut bien aider les gens à l'obtenir. Donc, c'est quand même essentiel de lutter contre le non-recours, mais peut-être que la solution globale n'est pas là. Bon, je n'irai peut-être pas plus sur le non-recours, parce qu'on en a pas mal parlé tout à l'heure. Mais donc, nous, ce sur quoi on veut insister, c'est que si on veut vraiment un accès au droit, il faut réfléchir aux politiques, à la façon dont on les construit. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les politiques, elles sont plus tellement basées sur les besoins fondamentaux et les aspirations des personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la politique? Quand est-ce que vous entendez parler des lois? C'est quand il y a les projets de loi des finances et les projets de loi des finances de la sécurité sociale, le PLF et le PLFSS. Et on parle très peu d'autres lois majeures pour faire avancer les droits, etc. Et aujourd'hui, du coup, c'est une discussion budgétaire. C'est-à-dire, on dit on a des enveloppes, et avec ces enveloppes-là, on peut faire une politique à la hauteur de ça. Et du coup, l'universalité des droits, elle est où? Donc, en fait, comment on fait pour reconstruire des politiques qui partent vraiment des besoins, des aspirations des personnes, et pas seulement de moyens budgétaires qu'on alloue à tel ou tel objectif en disant voilà, on va faire à la mesure de ce budget disponible. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'on arrivera à une effectivité des droits pour tous. Et il faut vraiment repenser des politiques publiques fondées sur les besoins fondamentaux et les aspirations des personnes. Et le moyen d'y répondre, c'est aussi des services publics dimensionnés pour répondre à ces besoins et ces aspirations et construits comme tels, parce que c'est là l'incarnation en fait de l'accès au droit. C'est bien sur les services publics qu'on développe et qu'on met en avant. Oui, pardon. Excusez-moi, en fait, on enregistre et du coup, il faut prendre le micro. Alors, je ne suis pas certaine, mais j'ai eu vent, ou en tout cas l'impression d'avoir entendu parler que justement par rapport à ce non-recours au droit, qu'il y avait des zones tests, alors je ne sais pas si c'est à l'échelle départementale ou non, de mettre en place justement cet accès systématique à certains droits, sans démarche au préalable des personnes ou des usagers. Je ne sais pas si vous avez eu vent ou si c'est juste une... Non, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de fabulation autour de... Il y a la démarche territoire zéro non-recours dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, la réaction, en fait, territoire zéro non-recours, voilà, c'était une petite expérimentation qui a été faite par le Secours catholique et que le gouvernement a jugé bon de reprendre et étendu à un certain nombre de territoires pour essayer de voir. Comme ces territoires-là, ils vont surtout se poser la question de ce qui se passe au territoire avec plein de gens de bonne volonté qui vont essayer d'aider les gens à avoir leurs droits. Voilà, ça va sans doute améliorer les relations sociales, ça va sans doute améliorer un certain nombre de choses. Les gens vont se sentir un peu plus écoutés, accompagnés. Par contre, fondamentalement, ça ne va pas changer toutes les difficultés du système et donc ça pose vraiment question. Il y a autre chose qui est souvent présentée comme une grosse simplification et une grosse avancée, c'est la solidarité à la source. C'est-à-dire de précalculer en fait un revenu qui permet d'évaluer si vous avez droit à des... Voilà. Donc en fait, on va encore inventer un nouveau critère pour déterminer si les gens ont droit à des aides sociales, etc., sur la base de données qui sont enregistrées dans des bases de données et croisements de données. Et en fait, ça on s'éloigne encore plus de la vie des gens. Et si on ne simplifie pas les aides, si on ne simplifie pas la façon de calculer, si on ne simplifie pas les conditions, ça ne va pas permettre de faciliter, c'est à peu près garanti. La seule chose qui est dite quelquefois... même par des gens très informés qui mettent en œuvre cette réforme, c'est que cette réforme-là va peut-être même permettre de sortir encore quelques personnes en plus du dispositif RSA. Donc voilà, donc je ne vois pas de quel dispositif on parle, à part ces deux-là qui sont quelquefois présentés comme ça, mais qui n'apporteront sans doute pas cette réponse-là. Qui peuvent être des avancées sur certains points, c'est pas à jeter, mais ce qui manque, c'est vraiment une réflexion de fond sur comment on repart des besoins des gens et comment on y répond. Alors ça aussi, la complexification des politiques aujourd'hui, c'est aussi une évolution dans nos sociétés depuis une quinzaine d'années, en fait, enfin même un peu plus maintenant, de politiques qui étaient fondées avant sur la solidarité nationale. C'est-à-dire avant, c'était évident qu'il y avait des gens à qui il fallait porter fraternité, aide, soutien, pour qu'ils puissent être des citoyens ou rester inclus dans notre société. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Voilà. Et on parle plus de politique d'activation. C'est-à-dire ce qu'on dit aujourd'hui, c'est si je te donne quelque chose, si la société te donne quelque chose, eh ben, il faut que tu répondes.
Tu as des devoirs si je te donne quelque chose. Et donc, ces devoirs, voilà, c'est ce qu'on appelle des politiques d'activation. Typiquement, on est en plein dedans dans toutes les évolutions successives du RSA. La mise en place du RSA, c'était le lancement de politiques d'activation. La réforme aujourd'hui de la loi plein emploi, c'est une intensification de cette politique d'activation, mais elle existe aussi pour le chômage, etc. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est les gens doivent mériter leurs droits, en fait. On leur donne des droits, mais à condition, quand même, qu'ils respectent un certain nombre de conditions. Alors, après, donc nous, c'est ce qu'on appelle des contreparties. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Alors, il faut différencier les contreparties des conditions, puisque souvent, au CESE, on a eu beaucoup de mal avec ça, parce qu'il y a des gens qui parlent de revenus sans conditionnalité ou de droits sans conditionnalité. C'est sans doute pas possible. Ou alors, il faut aller vraiment vers le revenu universel, mais c'est un tel bouleversement qu'on n'est peut-être pas prêt pour ce genre de choses. Donc, il faut des conditions. C'est-à-dire, le RSA, en effet, il faut une condition de ressources. On ne va pas donner le RSA à tout le monde comme ça, sauf si on fait un autre choix complet de société. Donc, il faut une condition de ressources. Après, c'est donné avec des conditions de composition familiale. Bon, là, il y a sans doute des progrès à faire, parce que c'est familialisé. Et donc, chaque fois qu'on a un changement de composition familiale, on a des ruptures de droit, etc. Ça vous a été présenté tout à l'heure, donc c'est un peu la catastrophe. Donc, c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Voilà. Donc, il y a ce type de conditions. Mais les conditions qu'on met aujourd'hui, ça va plus loin, c'est des contreparties. Et en fait, c'est plus des conditions pour avoir l'aide, c'est des conditions pour mériter l'aide. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, si tu veux ça, tu dois faire ça. Et si tu ne le fais pas, on va te sanctionner. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça l'esprit. Et donc, c'est un esprit, nous, qui nous pose question et qu'on dénonce dans cet avis, parce qu'on pense que ce n'est pas ça des droits fondamentaux. On n'est plus dans le droit fondamental. Alors, peut-être il faut parler aussi de la complexification du droit, en effet. Je vous en ai dit un petit peu déjà, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui un rythme de lois et de droits qui s'accélère, en fait. On a des lois qui sortent très vite. Il y a les études d'impact de ces lois sont faites très, très vite. On ne sait pas les impacts que ça a sur les gens. On fait de la loi pour de la loi. Et du coup, vous avez même des lois qui se contredisent aujourd'hui. Et en effet, je pense Emmanuel vous l'a dit tout à l'heure, le droit social, c'est l'enfer, quoi. Personne n'est au courant. En fait, la CAF, elle applique des trucs, elle calcule des machins, mais en fait, on n'est même pas sûr que ce soit conforme au texte de loi, au texte en vigueur. Et d'ailleurs, c'est dénoncé aujourd'hui par les associations, parce que les associations, elles demandent à la CAF depuis des années de leur fournir leur circulaire interne. La CAF, elle ne veut pas, parce qu'elle n'est pas tout à fait sûre que les circulaires ou ce qu'on dit de faire soient tout à fait conformes au droit, tellement le droit est complexe. Donc, donc ça pose vraiment question sur comment on remet ça en place. Donc voilà, on a vraiment une production de normes importante, accélérée, qui pose sujet. Donc cette notion de droit et devoir, je ne sais pas, vous l'avez peut-être beaucoup entendu, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent qu'il faut s'assurer à tout prix qu'il n'y ait aucune prestation sociale ou aucun minima social qui ne soit versé à un bénéficiaire qui puisse accéder à d'autres ressources. Il ne faudrait pas donner 1 euro de plus à quelqu'un, parce que, attention, c'est pas juste. Donc c'est ce qu'on appelle le juste droit. Voilà, c'est mis très en avant par un certain nombre d'institutions aujourd'hui. Donc calculer le juste droit. Donc on ne peut pas donner 1 euro de plus, ce ne serait pas juste. Voilà. Et puis, par contre, en contrepartie du versement, la société, de plus en plus, veut mesurer les efforts faits par les gens pour avoir ces aides sociales. Donc voilà, c'est vraiment ces deux points-là qui sont fortement développés aujourd'hui dans les politiques, mis en avant. Et c'est sur ces points-là qu'on a de plus en mal à faire entendre que ça, ce n'est pas l'application des droits fondamentaux. Et nous, ce qu'on croit très fort et ce qu'on veut rappeler dans cet avis en interpellant les pouvoirs publics, c'est que justement les devoirs, c'est pas les gens, c'est pas aux gens d'avoir des devoirs, c'est à la société en fait. Et ce que la société ne se rappelle jamais, c'est ses propres devoirs. C'est les pouvoirs publics qui sont débiteurs d'obligations, c'est pas les gens. Et ça, on le rappelle pas. Que c'est au pouvoir public de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvres, que c'est au pouvoir public de faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui soit dans la galère, c'est au pouvoir public de permettre que des gens sans papier ne soient pas matraqués dans la rue et je ne sais pas. Voilà, c'est au pouvoir public, c'est leur responsabilité, c'est leur devoir. Donc il est urgent, voilà. Et donc ce qu'on a porté très fort dans cet avis, c'est vraiment que les décideurs et les décideuses politiques devaient intégrer une approche fondée sur les droits de l'homme dans l'action publique. C'est la condition essentielle pour arriver à protéger, corriger des rapports sociaux inégalitaires, corriger toutes les discriminations actuelles. C'est le seul chemin. Donc peut-être, voilà, comment on a travaillé aussi. Alors ce qu'on voulait, on a dû faire cet avis. Il y avait des gens qui n'avaient pas envie du tout qu'on raconte ça.
au CESE. Donc on a eu beaucoup de mal à ce qu'ils se mettent en route. On nous trouvait toujours « Ah mais non, mais il y a plus une urgence là. Ah puis le gouvernement vient de nous solliciter sur la protection de l'enfant, on aurait plutôt s'occuper de ça d'abord, etc. » Donc on a eu un avis qui a été fait de façon assez hachée. On a commencé en décembre 2023, on s'est arrêté en avril 2024, on a repris les travaux en octobre 2024. Voilà, il a été présenté le 27 novembre 2024, donc quand même on est arrivé au bout. Du coup, on voulait faire de la participation citoyenne, mais c'est un peu compliqué la participation citoyenne quand vous avez un calendrier un peu court, parce que ça me demande du temps et il faut que les citoyens ils puissent avoir suffisamment de données, suffisamment de réflexion, suffisamment de rencontres pour pouvoir avoir un avis, se forger un avis et participer aux travaux. Et du coup, on n'avait pas le temps. Donc on s'est dit comment on fait. Alors, on s'est dit, on va faire une grande consultation électronique. Ben non, parce qu'on va vachement critiquer la dématérialisation dans notre truc. Donc, si on commence par faire une enquête par Internet, là, on est un peu nul. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est de faire ce qu'on a appelé des ateliers relais. C'est-à-dire, on a demandé aux organisations du CESE s'ils pouvaient nous organiser des rencontres avec des gens, peu importe lesquels, hein, tout le monde, parce que tout le monde est concerné par l'accès au droit. Donc, voilà, d'organiser quelques ateliers pour échanger sur les gens, sur ce que c'est les droits fondamentaux, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de l'application de ces droits et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, voilà. Donc, on n'a pas fait beaucoup, hein, parce que je vous ai dit, on a dû tout caler en mars, en plus 2024. C'était très court. On nous a demandé vite. Votre avis, on va le présenter sans doute en juin. Dépêchez-vous. Donc on a fait ça, on a fait 5 ateliers comme ça, mais c'était très riche. Et en fait, moi, je savais déjà beaucoup de choses sur des problèmes d'accès au droit, mais alors là, j'en ai découvert encore plus, et ça m'a vraiment sidéré en fait sur l'état de notre société et sur l'état de l'accès au droit aujourd'hui. Et voilà. Et ma collègue de CFDT, si elle était là, elle vous dirait aussi. Et elle a dit à la fin, ce que j'ai compris quand j'ai fait ces ateliers relais, c'est combien ce qu'on faisait aujourd'hui vis-à-vis des gens se retourne contre les gens et on les enfonce au lieu de les aider. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. Elle travaille à la CNAM, je crois, à l'assurance maladie. Voilà. Donc c'est aussi ce type de choses dont il faut avoir conscience. Dans quoi on est mené aujourd'hui. Et les travailleurs sociaux aujourd'hui, je parle à des gens qui se destinent à ça et je pense que vous avez plein de souhaits de bien faire. Par contre, vous vous retrouvez aujourd'hui dans des conditions de travail parce que le système qu'on met en place, il s'impose autant aux travailleurs sociaux qu'aux gens qui ont accès aux droits. Et donc c'est aussi un avis qui touche beaucoup les conditions de travail des travailleurs. Voilà. Alors, donc, sur la méthode, on a d'abord donc demandé aux gens qu'est-ce qu'un droit fondamental. Donc, voilà, je vous ai remis un peu des réponses comme ça, hein, que les citoyens font voilà, dans les ateliers, et qui, moi, je trouve, sont toutes de bonnes définitions, en fait. Et ce qu'on a vu, c'est qu'ils étaient vraiment considéraient les droits fondamentaux comme quelque chose de très large. Hein. Beaucoup de gens nous ont dit que le droit d'accès à la nature, c'est un droit fondamental. Le droit à l'éducation, le droit de vivre en famille, le droit de partir en vacances, hein, il a été souvent mis en avant aussi. Voilà. Ça, c'est des droits fondamentaux. On a souvent pas tant dans un peuple qui part en vacances, il ferait mieux quand même de s'occuper d'abord, de trouver un job et puis de s'assurer qu'il a un logement avant de penser aux vacances quand même. De toute façon, il est en vacances toute l'année. Hein. Voilà, donc voilà. Donc il y a des droits fondamentaux qui sont de ce type-là, ils sont essentiels, c'est large les droits fondamentaux. Voilà. C'est aussi pouvoir organiser sa vie comme je veux, pouvoir inviter des amis, de la famille. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais si vous êtes au RSA et que vous hébergez quelqu'un qui est dans la mouise, qui n'est pas de votre famille, et que vous l'hébergez pour lui rendre service, et qu'à ce moment-là, vous avez un contrôle de la CAF chez vous pour voir si vos conditions de foyer sont les bonnes, vous risquez d'être pénalisé sur votre RSA, puisque vous n'avez pas compté un RSA familialisé, puisque vous hébergez une autre personne adulte, et donc on va recalculer vos droits et vous allez être un fraudeur. Donc voilà, donc des personnes en situation de pauvreté n'ont pas le droit d'héberger quelqu'un. Voilà, c'est là où je disais qu'on devient dépendant des autres, complètement, dépendant de la société, et on n'a plus un libre arbitre sur sa vie, et c'est ça aussi qu'il faut retrouver, qu'il faut pouvoir retrouver. Oui, je ne sais plus, une dame d'atelier disait avoir ses droits, c'est enfin être tranquille, quoi. Voilà. Donc ne pas avoir ses droits, c'est une insécurité permanente et c'est sans doute ce qu'il faut retenir. Alors après, ce qu'on a demandé aussi pendant ces ateliers relais, c'était aussi quel frein à l'effectivité des droits. Donc là, on a eu, c'est là où on a eu plein de choses. On a vu des choses aussi auxquelles on n'avait pas pensé, nous, comme frein, mais voilà, comme des menus par exemple, dans toutes les administrations, toutes les institutions font aujourd'hui des sites pour faire vos démarches. Il n'y a personne qui a pensé à uniformiser, par exemple, les menus déroulants de ces sites.
ou d'expliciter même ce qu'on trouve dans les menus déroulants. Alors, il y a par exemple une institution, hein, vous voulez un rendez-vous. Vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous autrement que par le site. Donc vous faites le menu déroulant, raison du rendez-vous. Et là, vous ne comprenez rien d'abord aux raisons qu'on vous demande. Hein. Donc vous mettez un truc au hasard. Et là, on vous dit, bah non, vous n'avez pas besoin de rendez-vous, pour ça, vous pouvez faire la démarche en ligne. Bon, on essaye autre chose. Voilà, on essaye autre chose. Et là, quand on essaye autre chose, là, on décroche un rendez-vous. Et après, il y a quelqu'un qui vous téléphone pour dire vous êtes sûr que c'est ça que vous devez faire comme démarche, hein, parce que quand même, un rendez-vous, on n'a pas trop le temps, il faut que les gens fassent leur démarche en ligne, etc. Et comme vous n'êtes pas très sûr de vous, bah, vous vous demandez tout ça, puis vous dites bah non, je vais peut-être m'en passer. Si vous me dites que je peux faire en ligne, je vais faire en ligne. Et vous perdez votre rendez-vous. Et donc, si vous voulez un rendez-vous, il faut recommencer la démarche et être sûr de soi pour arriver. Voilà. Et donc, quelquefois, vous arrivez dans l'administration, et puis vous avez une file pour aller vous servir des ordinateurs où vous allez avoir un conseil numérique pour remplir, qui ne va pas savoir vous renseigner sur les droits, mais qui va vous aider éventuellement à allumer l'ordinateur. Et vous allez avoir une file pour avoir le rendez-vous, mais vous ne pouvez pas prendre la file pour avoir le rendez-vous si vous n'avez pas de rendez-vous. Mais si vous ne savez pas lire sur quelle file vous devez aller, ça devient compliqué. Vous pouvez vous tromper de file et perdre votre rendez-vous comme ça. Voilà. Et si vous arrivez trop tard après, parce que vous êtes tout d'un coup, vous mesurez que vous êtes trompé de fil. Voilà. Il y a une sociologue, hein, Clara Deville, qui a écrit comme ça des démarches de gens pour avoir leurs droits et qui mettent plus d'1 an à obtenir un RSA parce qu'ils sont confrontés à toutes ces petites démarches complexes. Voilà. Donc c'est tout ça que les gens nous ont raconté un petit peu. Alors par exemple, je ne sais pas, le plus scandaleux est peut-être sans doute les gens qui sont en renouvellement de droit de séjour. Renouvellement de droit de séjour, vous devez absolument avoir un rendez-vous en préfecture. Les rendez-vous en préfecture, vous ne pouvez les obtenir en général qu'en ligne. Et ils sont très difficiles à obtenir, il y en a très peu et c'est très long. Or, vous avez une date où votre droit de séjour ne sera plus bon. Alors, c'est la catastrophe hein, quand vous n'avez plus de droit de séjour, parce que vous risquez vous n'avez plus le droit de travailler, normalement. Votre hébergeur, il peut dire, non, moi, je ne veux pas de gens sans papier, je ne veux pas de problème. Donc, vous risquez la perte du logement, la perte du travail, etc. Donc, du coup, l'État, quand même, a dit, je vais inventer un récépissé, un papier pour que la personne a bien fait les démarches pour avoir le droit de séjour, mais qu'elle n'a pas eu de rendez-vous en préfecture. Donc, en attendant, on va avoir un papier temporaire. Sauf que la CAF, pour les droits sociaux, elle ne reconnaît pas ce récépissé comme valable. Voilà. Enfin, c'est des choses comme ça aussi qui sont très, très compliquées. Donc, alors, et le constat, c'est que vraiment, le chemin pour les plus pauvres, c'est toujours le chemin le plus d'embûches, parce qu'en fait, les gens en situation de grande pauvreté, ils sont souvent confrontés à plein d'insécurités, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils ont des problèmes de logement, de famille, d'emploi, etc., d'éducation, ils cumulent des choses, et du coup, leur situation, elle est plus complexe que les autres, et elle rentre encore moins dans les cases que les autres. Déjà, les autres, ça ne rentre pas forcément dans les cases, mais alors eux, ça ne rentre pas du tout. Et du coup, c'est pour eux que le chemin du droit est le plus compliqué. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Oui, j'ai parlé aussi de journée pétitionnaire parce qu'en fait, on a aussi réuni des gens qui avaient fait justement des pétitions qu'on a relevées et du coup, on a passé une journée avec eux aussi pour demander pourquoi ils avaient fait telle pétition, etc. Donc, il y avait des pétitions sur justement le RSA conditionné, le RSA et la loi plein emploi. Il y avait une pétition sur des jeunes qui demandaient des droits pour les jeunes et une représentation des jeunes aussi dans les institutions. Voilà, il y avait plusieurs organismes qui s'occupaient de retraités et de retraités étrangers, hein, puisque aujourd'hui, vous avez quelqu'un est venu travailler en France, il a travaillé en France toute sa vie, quand il arrive à la retraite, il a envie de repartir au pays, et là, on lui dit, non, il faut que vous restiez au minimum 6 mois en France si vous voulez continuer à toucher votre retraite, ou même 8 mois aujourd'hui, je crois, enfin voilà, on s'oriente vers ça. Donc voilà, en tout cas, est-ce que c'est juste, pas juste, enfin voilà, je vous laisse... ouais. Donc, et puis les pistes de solutions, donc les citoyens souvent en effet quand on les interroge ils ont plein d'idées aussi sur ce qu'il faudrait faire, donc voilà, donc c'est un peu, je vous ai mis différentes choses, il y a eu plein d'autres choses, hein, mais voilà, ça nous a servi aussi à réfléchir en commission et à se dire ce qu'on pourrait mettre en avant. Je ne vais pas détailler parce que je vais quand même arriver à notre avis. Donc d'abord, le gros constat qu'on fait dans cet avis, hein, c'est que les chemins sont entravés, c'est-à-dire en fait, vous avez aujourd'hui, le gros problème, c'est vraiment la dématérialisation. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez quand même des procédures administratives qui sont de plus en plus dématérialisées et
le problème, la dématérialisation, ça peut être bien. Quelqu'un qui a les sécurités qu'il faut, ça l'arrange, hein, il n'a plus besoin de poser congé pour faire la queue administrative, il va faire son truc, voilà, tout va bien aller, il va rentrer dans les cases, et donc c'est tout bon. Donc ça simplifie beaucoup la vie de beaucoup de gens, la dématérialisation. Et puis même pour des gens, par exemple, dématérialisation, pour des gens qui ne savent pas bien lire, par exemple, pouvoir dicter à son téléphone quelque chose et que ça retranscrive automatiquement, ça peut beaucoup aider. Donc il y a des très bonnes choses de la dématérialisation. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment distinguer le numérique, l'inclusion numérique, de l'accès au droit. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que tout le monde puisse avoir accès au numérique et tout le monde puisse utiliser les outils, avoir accès aux outils, c'est super. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir accès à ses droits en utilisant des logiciels et des algorithmes. L'accès aux droits, c'est autre chose. C'est le devoir de la société de faire en sorte qu'on mette en place des dispositifs qui permettent à chacun d'avoir accès à ses droits, sans que ce soit ce qu'on appelle le fardeau administratif. Parce qu'avant, tout ce qu'on demande aux gens, les X papiers, je ne sais plus, il y a une dame qui disait pour faire une démarche, elle a dû aller à 2 institutions différentes, donc c'était une démarche en lien avec l'emploi, donc c'était à la fois emploi et social, entre les deux. Donc il fallait faire 2 démarches et elle a dû fournir 64 pièces administratives. Donc le fardeau administratif, il est du côté des gens aujourd'hui. Avant, c'était les administrations qui faisaient ce travail quand même, de rentrer les données, de remplir les dossiers avec les gens, etc. La personne, elle arrivait avec quelques documents et on l'aidait à faire sa démarche. Et c'était les administrations qui instruisaient les choses, qui faisaient des réclamations de pièces. Aujourd'hui, c'est la personne. Et si elle n'a pas ramené toutes les pièces, c'est pas bien, elle n'a pas fait son boulot. Si elle s'est trompée dans une déclaration parce qu'elle n'a pas compris les termes, c'est pas bien, elle n'a pas bien fait son job. Donc c'est ce qu'on appelle le transfert du fardeau administratif. Parce que toutes ces tâches-là, elles n'étaient pas très drôles pour les administrations. Donc, que ce soit l'usager qui les fait, c'est quand même vachement bien, quoi. Et ça permet de beaucoup réduire donc, les effectifs, d'avoir des critères de rationalité, beaucoup plus dans les services publics. Et c'est bien le problème, c'est que cette numérisation ou cette dématérialisation s'est accompagnée en fait de disparition des guichets d'accueil, et du coup, on ne sait plus où aller. L'autre chose aussi, du coup, c'est comme on passe beaucoup par des procédures administratives et dématérialisées, du coup, les procédures sont standardisées. Parce qu'en fait, vous traitez un individu moyen, parce que sinon, ça ne rentre pas bien. Vous avez du mal à faire des logiciels et des algorithmes si vous devez prendre des tas de choses en considération. De toute façon, les situations des gens sont tellement complexes et tellement personnelles qu'en fait, vous n'avez aucun moyen de faire un logiciel ou une application qui réponde à toute cette complexité. Donc, vous simplifiez. En plus, souvent, quand même, vous avez des textes de loi, des droits qui sont dans des textes, et vous demandez à des informaticiens de faire l'application. Un informaticien, ce n'est pas un spécialiste du droit. Donc, quand il va vous traduire votre droit dans l'application, ce n'est pas tout à fait sûr que ce soit conforme au droit. Et comme l'application, elle est tellement complexe, que les droits sont tellement complexes, que personne n'arrive à les dire ou à la corriger. Et puis qu'en plus, on est souvent dans des rythmes très rapides, donc il faut tester l'application, aller vite, etc. D'autres réalités que je ne vais peut-être pas développer, mais c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans notre société, c'est vraiment une augmentation des inégalités et l'intensification de la pauvreté. Je ne sais pas trop si je détaille ça, mais c'est vraiment... Le constat aujourd'hui, on est vraiment sur ça, avec une difficulté quand même aussi de repérer ce qu'est la pauvreté aujourd'hui, parce qu'en fait, vous avez des statistiques publiques qui sont de plus en plus loin des réalités, qui ne décrivent pas forcément ce qu'est la réalité de vie des gens. Et puis, vous avez aussi, avec les conditions de travail aujourd'hui, l'auto-entrepreneuriat, de plus en plus les choses externalisées, les entreprises, etc., vous avez des nouvelles formes de travail qui brouillent complètement les pistes entre les situations des gens et entre ce qu'ils sont et leur réalité de vie, et ça devient très compliqué. Les situations de précarité et de pauvreté s'entremêlent, et ça devient difficile, et les situations de travail et de gens précaires s'entremêlent, et avec une tendance en plus à la stigmatisation et de plus en plus mettre en avant, mettre les publics en confrontation. Il y a ceux qui se lèvent pas le matin et ceux qui vont travailler et qui gagnent dur, mais souvent, avant, la dame qui faisait le ménage dans une institution, elle était d'abord en lien avec les gens de l'institution. Elle travaillait 35 heures semaine ou 39 heures semaine et elle gagnait 1 500 €. Aujourd'hui, elle est externalisée, elle fait 5 heures de ménage par jour, un peu le matin, un peu le soir, et elle gagne 900 € par mois.
et elle est épuisée, et quand elle sera épuisée, on va juste lui dire qu'elle peut, enfin, quand elle sera plus en état de travailler, on va rien lui proposer comme reconversion, alors que si avant elle était dans une institution, on lui aurait proposé une reconversion. Voilà, donc tout ça, ça mêle complètement en fait les choses, et du coup la statistique publique est établie sur des choses plus cadrées. Aujourd'hui, elle n'est pas capable de refléter tout ça en fait. Donc il faut vraiment trouver d'autres moyens. Et bien, vous êtes de plus en plus de travaux qui disent qu'il faut absolument prendre en compte le sensible, les perceptions des gens, les sentiments des gens. Par exemple, pour la pauvreté, de plus en plus, on utilise un indicateur qui est le sentiment de pauvreté. Il y a les indicateurs de revenus et puis après, il y a le sentiment de pauvreté. Et puis, donc, dans cet avis, nous avons fait aussi une partie qu'on nous a demandé d'enlever, mais on l'a laissé quand même, de l'accès et l'ineffectivité des droits des personnes étrangères en France. Voilà. Par contre, on n'a pas fait de préconisation sur cet aspect-là. Voilà. Pour dénoncer justement que vraiment les droits pour les personnes dans ces situations sont les plus compliqués à atteindre, que le respect de la dignité humaine n'est sans doute pas très présent souvent. Voilà, il y avait l'histoire, parce que je vous ai raconté, du rendez-vous en préfecture qui nous semblait vraiment indigne. Et puis, il y a la façon dont on gère les gens sans papier aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on les considère vraiment tout à fait comme des humains aujourd'hui quand on voit le traitement auquel ils sont confrontés. Voilà. Et on a parlé un peu des Roms aussi dans ce petit sujet. Voilà. Je vais peut-être passer aux préconisations. Donc, on a 3 axes de préconisation. Donc, un premier axe, justement, pour construire les politiques publiques sur le respect des droits fondamentaux. Donc, ce qui nous semble... Et après, il y aura un deuxième axe sur assurer les conditions de l'accès et de l'effectivité des droits, où on fait quelques propositions pour améliorer cet accès. Et après, un troisième axe sur l'accompagnement social, les missions, et puis la réalité de vie aussi des agents, des services et des institutions. Donc, alors concernant donc notre première préconisation, c'est vraiment construire les politiques publiques sur le respect des droits de l'homme, universels, indivisibles, interdépendants. J'ai des collègues de ma commission qui m'ont dit bah non, on ne va pas mettre ça parce que c'est une évidence, mais on n'est pas sûr que ce soit si évident. Voilà. Et de réaffirmer la protection sociale comme étant un droit et un investissement social. Après, ce dont je vous ai parlé dans le diagnostic aussi, c'est vraiment de baser ces politiques publiques sur la connaissance des besoins et des aspirations des populations. Et j'insiste beaucoup sur les aspirations, c'est-à-dire que quelqu'un, c'est pas seulement souvent, on se dit, pour les pauvres ou les gens qui ont un peu de problèmes, si déjà ils ont à manger et si déjà ils ont un logement, c'est déjà pas mal, ils ne vont pas se plaindre, quoi. Et ben si, parce que tout le monde a droit aussi à être reconnu comme une personne, qui a droit d'accès à la culture, etc. Et donc les gens, quels qu'ils soient, ont des savoirs, des aspirations, des envies, et ça aussi, ils y ont droit. Voilà. Et ils ont droit que ce soit écouté. Et donc, ce qu'on a demandé, c'est aussi donc, évaluer les incidences au regard de l'égal accès et de l'effectivité des droits de tous et de toutes, dont les 10% les plus pauvres. Donc ça, c'est une préconisation qui existe déjà dans certaines institutions, voilà, mais souvent, c'est les 20% les plus pauvres. Et les 20% les plus pauvres, ça ne nous semble pas la bonne mesure. Par contre, statistiquement, les 10% les plus pauvres, c'est très dur à mesurer. Donc ça va être très compliqué, ce qu'on demande, mais ça nous semble vraiment important de focaliser sur les gens les plus éloignés des droits pour voir est-ce que la loi qu'on est en train de faire, quelle incidence elle a sur ces gens-là, dans quoi elle va les entraîner, parce que c'est sans doute là où c'est le plus grave et c'est sans doute là où on pourra voir les manques de la loi et ce qu'il faut mettre en avant. Alors, ce qui nous semble important aussi, c'est la participation effective des personnes concernées. Alors, ce sur quoi on insiste dans l'avis, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des dispositifs en place, voilà. Il y a déjà une posture à avoir, c'est-à-dire c'est la posture que j'ai rappelée tout à l'heure pour les citoyens, c'est que chaque citoyen a un savoir, quelque chose à apporter. Et donc, quand on travaille avec des gens très différents de nous, ils ont aussi un savoir, ils ont aussi quelque chose à nous apporter, donc il faut qu'on soit en capacité d'écouter ça. Et c'est quelquefois très compliqué. Je pense qu'Emmanuel a parlé tout à l'heure de langage qui n'était pas forcément le même, ou je ne sais plus, des choses comme ça. Voilà, il y a des représentations, suivant comment on vit, suivant ce qu'on a connu dans notre vie, on n'a pas forcément la même vision des choses que l'autre à côté. Et du coup, même les mots n'ont pas forcément le même sens. Et du coup, vous allez parler à quelqu'un en croyant l'aider et il ne va pas comprendre en fait ce que vous dites. Donc, voilà, ou il va comprendre autre chose. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Et donc, ça demande du temps. Ça demande vraiment de mettre les conditions de la participation, les conditions de l'expression et une écoute, du coup, adaptée.
Et par contre, on pense que c'est vraiment avec cet impératif-là qu'on peut y arriver. Et puis, une autre préconisation forte de l'avis, hein, c'est améliorer la qualité du droit, puisqu'en fait, aujourd'hui, on pense que d'abord, il faut renforcer des compétences juridiques qui ont eu tendance, quelquefois, avec les diminutions de personnel et tout ça, on a quelquefois fait disparaître aussi des gens qui connaissaient vraiment bien le droit des allocations, le droit de la protection sociale. Donc il faut vraiment revaloriser ces compétences-là, les remettre en avant, permettre qu'elles valident, et puis renforcer. Par exemple, avant, vous aviez, pour les décisions prises à l'échelle départementale ou régionale, vous aviez un contrôle de légalité en préfecture des décisions prises. Aujourd'hui, ce contrôle en légalité, il n'y a quasiment personne dans les préfectures pour les faire. Donc voilà, il n'y a plus de contrôle de légalité, il n'y a plus... Voilà. Donc on pense qu'il faut vraiment renforcer ça et que c'est important pour retrouver un droit au service de l'émancipation et non pas au service de l'exclusion. Donc, après, on a essayé de parler un peu de gouvernance, mais ce n'est pas l'aspect qu'on a le plus développé dans cet avis, et ce n'est pas l'aspect sur lequel on a plus auditionné de gens, donc c'est peut-être pas la grande partie. Ce qui nous a semblé important, c'est de dire aujourd'hui, on a les départements qui ont un rôle très fort, et que le rôle des départements, ce serait peut-être d'agir un peu plus pour que les acteurs travaillent ensemble sur leur territoire, et peut-être d'assurer que sur le territoire, il y ait un maillage d'accueil suffisant et d'orientation suffisant qui permette à chacun de trouver un lieu où il puisse s'exprimer. Voilà, bon, ça va pas... Bon, on a pensé que c'était quand même important de rappeler ce rôle des départements, mais que les départements, ils doivent être attentifs à comment les gens accèdent à leurs droits et où est-ce qu'ils y accèdent. Et du coup, de renforcer vraiment la coordination des acteurs, et pas seulement juste se parler ou je sais pas quoi, mais vraiment partir des problèmes rencontrés par les gens pour dire comment on travaille mieux ensemble pour que les gens ne rencontrent plus ces problèmes. Voilà. Donc, alors, donc après, on a une deuxième partie donc, de cet avis qui est plus sur des conditions de l'accès et de l'effectivité des droits pour lutter contre les ruptures de droits. Donc les ruptures de droits sont très fréquentes puisque au vu de la multiplicité des conditions dont on a parlé, des contreparties aujourd'hui, des sanctions, on a parlé un peu des indus tout à l'heure. Hein, vous avez, en fait, la CAF se trompe souvent parce que les conditions sont tellement importantes que pour le RSA, toute ressource, hein, même si votre grand-mère donne 50 € à votre gamin, et que vous l'avez mis sur votre compte en banque, parce que quelquefois on a tendance à le cacher, on ne va pas forcément le mettre, mais voilà, normalement vous devez le déclarer à la CAF et elle va vous le déduire du RSA. Vous n'avez pas le droit de toucher de l'argent de votre grand-mère. Enfin, voilà. Donc, si vous vendez de légumes à vos voisins, vous devez aussi le déclarer à la CAF, qu'on vous l'enlève du RSA. Voilà. Donc c'est ce genre de choses. Forcément, ça fait des erreurs, c'est source d'erreurs. Voilà. Et donc les CAF se trompent souvent aussi dans les calculs avec les logiciels et du coup ça fait des indus. On a versé trop aux gens. Et donc pour reprendre ces indus, en fait on avertit à peine les gens. Quelquefois même la CAF a un doute sur ce qu'elle a versé et du coup elle va suspendre le droit en disant parce que si on donne trop aux gens, comme c'est des gens au RSA qui n'ont quasiment pas de moyens, ils ne vont pas savoir rembourser après les indus. Donc il faut arrêter tout de suite de leur donner de l'argent parce qu'après on les met dans des situations qui ne seront plus remboursées. Mais en fait, on les prévient du jour au lendemain qu'on va les suspendre. Voilà. Et la suspension, elle est quasi immédiate. Donc ça met les gens dans des difficultés dont ils vont se remettre pendant très longtemps. Et c'est pareil, tout changement de situation familiale, en général, risque d'entraîner des ruptures de droits. Donc on est vraiment sur des situations très graves, en fait. Et du coup, ça nous a semblé important de dire que pour les conditions de ressources, il fallait arrêter de faire ça, de retirer des ressources prises en compte pour attribuer une aide sociale. On a même été aidés pour l'écrire par... les artisans et les professions libérales, qui finalement étaient assez d'accord pour dire que quand c'était vraiment petit, que ça ne venait pas concurrencer le travail, on pouvait bien ne pas regarder ça. Donc voilà. Dans la limite d'un plafond à déterminer, évidemment, retirer des ressources à déclarer, hein, les ressources provenant de réseaux de solidarité, donc ce que vous a donné votre grand-mère ou ce que vous a donné le voisin, voilà, les dons familiaux, les revenus exceptionnels. Il y a un autre objet aussi, alors souvent l'État parle de ça aussi, hein, comment on peut simplifier les bases ressources, parce que justement les bases ressources c'est ce avec quoi on calcule les droits des gens, et en fait elles sont très très compliquées, parce que comme il y a beaucoup de conditions, les bases ressources, c'est beaucoup d'indicateurs, et on se trompe, et en plus ces indicateurs sont tous différents suivant l'aide à laquelle vous avez droit, donc les gens finissent par s'y perdre un peu. Donc il y a une grande volonté d'harmoniser tout ça, ce qui n'est peut-être pas forcément la solution, peut-être que la meilleure solution c'est juste d'essayer de simplifier avant d'harmoniser. Parce qu'harmoniser, le risque, c'est que ça va être le RSA la référence. Et alors là, vous allez demander à tout le monde des multitudes de choses, parce que pour le RSA, on en demande beaucoup. Ou le minimum vieillesse et la référence aussi, je crois que c'est très compliqué aussi. Voilà. Donc harmoniser, c'est peut-être un peu dangereux. Par contre, simplifier l'ensemble des bases ressources, c'est sans doute intelligent.
Et le faire, évidemment, sans régression de la couverture sociale, en veillant quand même que l'aide vise toujours les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on simplifie des choses, on modifie, et en fait, ça réduit le nombre d'allocataires possibles. Donc ça pose aussi une petite question. Voilà. Ce qui était un droit pour certains ne l'est plus du jour au lendemain, parce qu'on va changer une règle. Ne plus prendre en compte aussi la pension alimentaire reçue dans les barèmes des prestations sociales, ça c'est une demande très forte qu'on a eue dans les ateliers qu'on a fait, voilà, puisqu'on a eu beaucoup de mamans en fait solo depuis peu de temps et qui se retrouvaient sans rien, puisque c'est le conjoint qui avait les droits CAF et qu'ils n'étaient pas restitués. Elle a les enfants, elle a quelquefois dû fuir le domicile pour X raisons et elle n'a plus rien et c'est très long à remettre en route. Et donc voilà. Et après, quand vous avez la pension alimentaire versée, le problème c'est que vous êtes imposé dessus, alors que la personne qui la verse, elle la déclare et elle a une exonération d'impôt en partie sur ça. Donc voilà, donc le système est peut-être pas très juste non plus sur ce genre de choses. Donc voilà, ce qu'on proposait là, on ne sait pas trop comment il faut faire. Il y a pas mal de propositions de loi aussi qui vont dans ce sens-là, voilà, de rétablir un peu ce déséquilibre fiscal autour de la prestation, autour de la pension alimentaire. Donc aussi, ce serait restaurer la confiance et viser le contrôle rendu avant le contrôle. Donc le contrôle, on en parle beaucoup. Alors évidemment, mes collègues du CESE disent, mais quand même, c'est normal de faire du contrôle. Isabelle, tu ne peux pas être contre le contrôle. Hein? Donc oui, mais il faut du contrôle. Voilà. Toute aide doit être contrôlée. On est d'accord. Toutefois, quand on regarde les aides sociales et certaines aides sociales, le contrôle, il est quand même très, très important. Il est très intrusif. Voilà, le RSA, on contrôle les comptes bancaires, on va chez les gens pour vérifier qu'ils ne vivent pas avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et la pression de contrôle est énorme. C'est, je ne sais plus combien de contrôles, je crois que j'avais noté là. 33,4 millions de contrôles. Voilà. Sur les par an. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait autant sur d'autres choses où les fraudes sont beaucoup plus importantes. Alors la fraude sociale, en plus, c'est quelque chose de très médiatisé, on en parle beaucoup, c'est facile, voilà. C'est des fraudes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est éventuellement les 50 € de la grand-mère qu'on a oublié de mettre, qu'on n'a pas mis sur le compte en banque, c'est d'héberger quelqu'un. C'est des tas de choses comme ça, ou des tas de difficultés dans la vie, où peut-être on a un peu triché avec le système, enfin... Voilà, c'est quand même peut-être pas, est-ce que c'est juste, injuste? Je ne suis pas sûre que ce soit, que le taux de gravité soit si grave. Enfin, il faudrait prendre en compte peut-être plus la vie des gens pour juger ça. Et voilà, donc ce qui est important aussi, alors oui, il y a des dames aussi, enfin, après, vous savez, comme c'est des contrôles, plus vous êtes en difficulté, plus vous remplissez des conditions pour avoir des aides, et donc plus vous avez de chances d'être contrôlé, puisque forcément, vous allez sortir dans les logiciels et les algorithmes quand quelqu'un a un risque, puisque vous avez des conditions très difficiles, donc vous avez beaucoup d'aides, et du coup, donc les familles monoparentales, par exemple, sont beaucoup plus contrôlées que les autres, puisque c'est elles qui demandent beaucoup d'aide ou qui ont droit à plus d'aide. Par exemple, il y a des familles monoparentales qui sont contrôlées 3 fois par an avec un gros contrôle par la CAF. Voilà, ça arrive. Donc c'est quand même une pression de contrôle très forte. Et donc le contrôle, il peut devenir insupportable si il est vécu par les gens. Il finit par être vécu par les gens comme une suspicion constante en fait de ce qu'ils font. Et du coup, une perte de confiance totale dans les institutions. D'où aussi le non-recours dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est une vraie réalité. Et quand vous avez un indus, c'est-à-dire quand la CAF est venue reprendre de l'argent en vous prévenant au début du mois qu'à la fin du mois, vous n'aurez pas votre RSA parce qu'il faut que la CAF récupère, qu'elle a le droit de récupérer sur le RSA, sur le APL, sur tout ce que vous touchez, et que vous perdez tout et que vous allez mettre peut-être 3-4 mois à vous en remettre, voire 1 an ou 2, vous allez avoir du mal à aller retourner demander le RSA et être reconfronté à ça. Et voilà. Et pourtant, vous avez vraiment besoin de ça parce que sinon, vous n'avez pas de quoi vivre, quoi. Donc voilà, on met quand même des gens... Voilà, le contrôle, c'est important. Mais attention à comment on le fait, attention avec quel esprit on le fait. Et peut-être qu'avant d'aller contrôler des tas de petites choses comme ça, il faudrait peut-être simplifier les règles et faire du vrai contrôle. Et après, évidemment, il y a des vraies fraudes sociales qu'il faut absolument réprimer, mais c'est sans doute pas la majorité. Alors, juste pour vous dire, le montant annuel de la fraude fiscale en France, c'est compris entre 80 et 100 milliards d'euros. Et donc, c'est 50 fois supérieur à la fraude aux prestations sociales. Pourtant, quand on regarde le taux de pression des contrôles sociaux et ce qu'on récupère de la fraude sociale, on est à 80% de ce qui est contrôlé, quoi. Voilà. La fraude fiscale, on n'est pas du tout à ces niveaux-là. Donc, voilà. Donc, il y a une pression de contrôle, il faut vraiment voir. Donc, voilà, la fraude aux prestations sociales, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Ah oui, peut-être, il faut que je me dépêche un peu, pardon, je n'avais pas vu. Oui.
Je me laisse, excusez-moi, je me laisse... Donc oui, il y avait un autre aspect, améliorer l'information. Donc restaurer la confiance des services rendus, c'était un petit peu ça. Mettre en place donc aussi un plan de remboursement personnalisé, c'est un peu ce que j'ai expliqué sur les indus, donc c'est ça aussi qui est important. Les dispositifs d'information, bon, on en a déjà parlé un peu, sensibilisation. Surtout remettre des guichets. Enfin, nous, on pense qu'il est vraiment essentiel de remettre des guichets. Et des guichets, vous avez les gens des caisses d'allocation familiale, des gens de l'assurance maladie, etc., où vous pouvez être en contact avec ces gens-là, parce qu'en fait, France Service, c'est bien, mais ils n'ont pas plus de lien direct que la plupart des gens à ces services-là. Enfin, ça dépend des départements, hein. On est sur des choses qui varient beaucoup d'un département à l'autre. Mais justement, ça pose problème, parce que c'est à l'initiative des départements, suivant la bonne volonté ou pas des personnes, et ça ne devrait pas être ça, l'accès au droit. Donc, voilà, France Service, ce n'est pas la solution, parce qu'on n'a pas la réponse, et quelquefois, pour les gens les plus pauvres ou les plus loin, ceux qui ont les plus de difficultés, l'accès est beaucoup plus difficile. Voilà, et ils ont besoin de voir les gens qui connaissent. L'information, oui, on va passer quand même à l'accompagnement. Donc la dernière partie, c'est sur l'accompagnement. Donc pour nous, très important, enfin beaucoup de gens, on a auditionné des travailleurs sociaux des différentes caisses et autres. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'eux, ils comprennent plus le sens du travail. Enfin, ils nous disent qu'eux, ils sont venus là pour faire de l'accompagnement des gens, et aujourd'hui, ils ont l'impression de faire que du contrôle. Et ils ont pu, une chose très importante qu'ils nous ont dit aussi, c'est leur manque d'autonomie. C'est-à-dire aujourd'hui, comme ça passe de plus en plus par des applications, on doit remplir. Si vous avez quelqu'un en face de vous sur lequel vous n'allez pas remplir, sa situation ne correspond pas à ce que vous remplissez et que vous essayez de modifier, vous allez avoir une mise à jour le soir qui fait que ce que vous avez modifié va sauter, et en plus la personne pour laquelle vous avez modifié risque d'avoir un contrôle puisqu'il y a eu un bidouillage sur l'application. Donc voilà, donc ce que disent les gens, c'est comment on peut retrouver un peu d'autonomie pour vraiment traiter les problèmes des gens et trouver la réponse. Voilà. Et aujourd'hui, on est à un tel niveau de dématérialisation qu'on bloque là-dessus. Donc ce que nous ont dit très fort les travailleurs sociaux, c'est nous avons besoin de plus de marge d'autonomie pour traiter les vraies situations des gens. Et puis après, voilà, on confond accompagnement de plus en plus et contrôle social aujourd'hui avec la loi plein emploi. Enfin voilà, c'est ce qu'on écrit dans cet avis. Parce que ce qu'on veut, quand les gens ils ont besoin d'un accompagnement, il faudrait partir d'une relation de confiance, d'une relation où on construit quelque chose avec la personne, où on parte de ses besoins, de ses compétences, de ce dont elle a envie, et pas seulement juste de combler des métiers en tension auxquels on n'arrive pas à répondre, quoi. Voilà, donc vraiment réinventer, retrouver de l'accompagnement, multiplier aussi, comprendre. On a parlé un peu de langage, donc ça nous semble très important aussi d'apprendre à comprendre les personnes avec qui on travaille, les personnes qu'on reçoit. Et donc il est essentiel que dans les formations des professionnels, il y ait des formations croisées avec des personnes, qu'il y ait des rencontres avec des personnes, des travails approfondis sur des sujets avec des personnes en situation de pauvreté ou en situation de handicap, enfin voilà, avec des personnes que vous risquez de rencontrer après pour comprendre comment ils parlent et tout ça. Donc, parce que ce qu'on a mis en avant aussi, ce qu'on a repris dans cet avis, c'est ce qu'on appelle les injustices épistémiques. Voilà, les gens, ils sont pas forcément doués avec le langage, etc. Et ils n'ont pas forcément les mêmes formulations, les mêmes choses. Et souvent, on les croit pas. Ce que nous disent souvent les gens en situation de pauvreté, c'est de toute façon, mon conseiller à France Travail, il ne me croit pas. Quoi que je dise, il ne me croit pas. Voilà, donc c'est comment on fait pour que le conseiller France Travail le croie ou surtout le comprenne peut-être. Et donc après, voilà. Donc celle qui a fait la préconisation qui a fait le plus débat dans notre avis, c'est la dernière, ne pas subordonner les aides sociales à des contreparties. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, on donne des aides sociales et en échange, on dit aux gens, vous devez vous mettre à jour tous les mois votre page France Travail, vous devez être inscrit, vous devez faire 15 heures d'activité, vous devez chercher à tout prix un emploi, vous n'avez pas fait votre CV, vous n'êtes pas rendu à tel rendez-vous, vous n'êtes même pas allé voir votre médecin, voilà, et tout ça, et du coup on vous sanctionne sur le RSA, et ça nous paraît insupportable. Et ça ne nous paraît pas conforme au respect de la dignité des personnes et des droits fondamentaux. Voilà. Donc sur ça, on a eu beaucoup de mal à s'expliquer sur ce sujet-là. Ça a fait l'objet de longues heures de débat. Donc c'est dans mon avis, dans l'avis, si vous le lisez, vous verrez qu'il y a un certain nombre de groupes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette préconisation. Voilà, c'est écrit comme tel, ce qui fait qu'ils ont voté pour tout le reste de la vie quand même. Donc tout le monde a voté pour le reste de la vie parce qu'on a pu exprimer ce dissensus fort. Et je pense que ce dissensus, il correspond aussi à ce qu'on entend beaucoup dans le discours politique, à la stigmatisation aujourd'hui dans notre société et à l'oubli en fait de ce qu'est la solidarité nationale et la fraternité dans notre société. Voilà, merci.